Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci. Bonjour, bonsoir à tous, puisque bonsoir, oui, effectivement, c'est le soir. Donc, je vais vous parler d'un thème qui m'est cher et d'un thème qui a été publié très récemment au mois d'août dans le cadre d'un rapport spécial du GIEC. Je reviendrai, pour ceux qui ne savent pas, sur ce que c'est que le GIEC. Donc, c'est un rapport qui va parler de changement climatique, de changement d'usage des terres et de leurs interactions. Et ce rapport avait un titre un peu compliqué, puisqu'il s'agissait de traiter de désertification, de dégradation des terres, de gestion durable des terres, de sécurité alimentaire et de flux de gaz à effet de serre à partir des continents. Alors, pour ceux qui ne sont pas très au courant, les rapports du GIEC, donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le terme anglais c'est IPCC. Et en fait, c'est un travail fait par des chercheurs du monde entier. Vous avez à peu près plus de 192 pays qui contribuent à ces rapports-là, donc plusieurs chercheurs de chacun de ces pays-là, et qui travaillent sur les évidences scientifiques. Donc un rapport, ce n'est pas de la nouvelle recherche, c'est un état des lieux des connaissances à un instant. Donc le premier rapport est paru, excusez-moi c'est un peu flou, je n'avais pas vu, le premier rapport est paru en 1990, les derniers rapports sont en cours, je vais en reparler tout à l'heure, et donc depuis 1990, 90, 95, 2001, 2007, 2013, à toutes ces dates-là, les scientifiques ont posé leur crayon à un moment et ont fait une synthèse des connaissances. Où en sommes-nous? De quoi sommes-nous certains? Quelles sont les incertitudes? Quelles sont les méconnaissances? Donc c'est vraiment un travail très exemplaire. C'est la seule communauté scientifique aujourd'hui qui fasse ça. Il y a aussi les gens qui travaillent sur la biodiversité qui ont lancé le programme IPBES il n'y a pas très longtemps pour faire la même chose que ce que font les climatologues. Alors le 6e cycle, donc c'est aujourd'hui le 6e cycle d'évaluation, donc la 6e fois que depuis 1990 que les scientifiques posent leur crayon. Et là, pour la première fois, nous avons 3 rapports spéciaux qui sont sortis. Un rapport qui a réfléchi à comment ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement à l'échelle de la planète depuis l'époque pré-industrielle. Un rapport des terres émergées, dont je vais vous parler plus précisément tout à l'heure, qui est sorti au mois d'août dernier, et un rapport qui traite des océans et des glaces, des stocks de neige, des glaciers, qui est paru au mois de septembre. Et puis, on a 3 rapports physiques, 3 rapports traditionnels, du groupe 1, du groupe 2 et du groupe 3, qui vont sortir en avril 2021, juillet 2021 et octobre 2021, avec un rapport de synthèse sur tous ces 6 rapports-là qui va sortir en avril 2022. Donc il y a encore un certain nombre de climatologues qui sont en train de travailler sur l'écriture de ces rapports-là. Donc c'est vraiment un effort énorme, et ce qu'il faut voir, c'est que les publications sont tellement nombreuses aujourd'hui qu'il faut à un moment se dire qu'est-ce qu'on sait vraiment, qu'est-ce qu'on ne sait pas, vers où on va et qu'est-ce qu'il reste à faire. Alors, je vais rentrer un petit peu maintenant dans des résultats. On va commencer par le changement climatique, ce qu'on observe et d'où il vient. Alors, on va regarder les 2000 dernières années, donc les 2000 dernières années, et on va regarder 3 gaz à effet de serre, 3 gaz qui sont importants parce qu'ils se retrouvent en quantité importante dans l'atmosphère et qu'ils nous apportent un réchauffement supplémentaire. Le dioxyde de carbone, c'est les émissions des fossiles, des émissions d'utilisation de combustibles fossiles. Le méthane, beaucoup qui vient de l'élevage, et le N2O, qui est un gaz qui vient essentiellement de l'agriculture. Ce que vous voyez, c'est qu'au cours des 2000 dernières années, chacun de ces gaz a été relativement stable, sauf depuis 1850, industrialisation du monde, et où là, on a une envolée de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Si on prend une perspective encore plus grande, 800 000 ans, donc là on regarde les 800 000 dernières années, quand on fait des forages dans des carottes glaciaires, en Antarctique ou en Arctique, et qu'on analyse la composition isotopique des bulles d'air enfermées, piégées dans la glace, on est capable de reconstituer le contenu en gaz à effet de serre de l'atmosphère de l'époque. On est aussi capable de reconstituer la température. Ce que vous montre cette courbe, c'est au cours des 800 000 dernières années, on a ce qu'on appelle des cycles glaciaires interglaciaires, qui sont corrélés avec des niveaux de CO2 autour de 180 parties par million dans les périodes froides, et un CO2 autour de, au maximum, 280 parties par million dans l'atmosphère pendant les périodes chaudes. Et depuis 1850,
on a dépassé tout ce que la Terre avait connu comme évolution du CO2 dans l'atmosphère au cours des 800 000 dernières années. Donc aujourd'hui, on est à plus de 400 parties par million dans l'atmosphère. C'est donc du jamais vu, en tout cas depuis que les humains sont apparus sur la Terre. Alors, pourquoi le climat change? La première cause du changement climatique, c'est un déséquilibre du bilan d'énergie. La Terre, le climat, il est lié à la quantité d'énergie solaire que nous recevons et à notre position, la position de la Terre sur sa trajectoire autour du Soleil. Quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comme ici, on perturbe le bilan énergétique. On rajoute de l'énergie qui va arriver en supplément sur la surface de la planète. Ce qu'il faut voir ici, c'est la quantité d'énergie qui est piégée, supplémentaire, qui est piégée à la surface de la planète. Et 93% de cette énergie supplémentaire que l'on met est piégée dans les océans. Ça, c'est extrêmement important parce que cela veut dire que le jour, même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre, l'océan ayant absorbé plus de 90% de notre surplus énergétique, il le restituerait pendant plusieurs milliers d'années. Donc le retour en arrière, le fait de revenir à des températures qu'on avait connues avant la période pré-industrielle, aujourd'hui est impossible. Ce que vous montre cette figure, c'est l'accumulation de chaleur dans les 2000 premiers mètres de profondeur de l'océan. Juste, on ne va pas regarder le détail, on va regarder la consommation énergétique annuelle de l'humanité, c'est 0,5 trilliard de joules. Entre 2018 et 2019, l'océan a accumulé 45 fois la consommation de l'humanité en un an. Ça s'est passé en un an. En un an, il absorbe 45 fois ce que nous consommons. Donc ça vous donne encore une mesure de l'intensité d'énergie qui est accumulée par nos océans et qui sera restituée au fil du temps. Alors toute cette accumulation d'énergie, elle conduit à quoi? Elle conduit au réchauffement climatique. Donc là, vous voyez depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui, la courbe en rouge, qui vous montre, c'est une courbe qu'on appelle lissée, la vraie courbe, c'est la courbe en noir des mesures tous les ans, mais on fait un lissage pour voir l'augmentation de température, et donc qui vous montre cette augmentation de température dont vous entendez parler dans la presse ou dans les lectures d'articles scientifiques que vous pouvez faire. La question qui se pose souvent, c'est de se dire d'où vient ce réchauffement? Est-ce que vraiment l'homme est responsable de ce réchauffement climatique? En fait, il y a plusieurs facteurs de variation à cette échelle de temps de 150 ans. Les facteurs d'échelle, les facteurs de variation du climat sont l'activité solaire, qui a une périodicité à peu près de 11 ans, les éruptions volcaniques, qui mettent des poussières dans l'atmosphère, qui bloquent le rayonnement solaire et qui conduisent à des petits pics de refroidissement, mais qui durent quelques années simplement. Et puis, toutes nos émissions liées à nos activités humaines, entreprises, utilisation de combustibles fossiles, élevage, transport, etc. Et la courbe en bleu est celle que vous obtiendriez, c'est la température que notre planète aurait connue si nous n'avions comme forçage du climat que les forçages naturels, c'est-à-dire l'activité solaire et les volcans. Pour pouvoir reproduire la courbe observée, on est obligé de mettre toutes les activités humaines. Donc c'est parce qu'on est capable de faire cette démonstration que l'on est sûr d'attribuer le changement climatique aux activités humaines. Et si on prend une échelle de temps plus grande, je vous ai parlé des 800 000 dernières années, donc le cycle naturel du climat, on oscille entre des périodes chaudes et des périodes froides avec une périodicité de 100 000 ans. Aujourd'hui, nous sommes censés entrer dans une prochaine glaciation. On entre dans une prochaine glaciation depuis 6 000 ans. De par notre trajectoire, la trajectoire de notre Terre autour du Soleil, on est censé entrer en glaciation et donc se refroidir. Et nos études montrent que nous n'entrerons jamais dans la prochaine glaciation, en tout cas pas la prochaine, à cause de ce que nous avons fait. Donc on est en train de sortir de la trajectoire naturelle du climat, et c'est pour ça que je pense que j'avais dû mettre ici comme titre « Bienvenue dans l'Anthropocène », qui pourrait être qualifiée comme une nouvelle ère géologique, mais liée aux activités de l'homme.
Alors aujourd'hui, on se réchauffe de 0,2 degrés par décennie. Donc si nous continuons comme ça, les 1,5 degrés des accords de Paris dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont les accords de tous les gouvernements du monde, où l'idée est de ne pas dépasser ce niveau de réchauffement, parce qu'au-delà, on sait qu'il y a potentiellement des catastrophes importantes qui nous attendent ou qui attendent nos écosystèmes, eh bien, on pourrait atteindre ce niveau de réchauffement aussitôt que 2030. Et 2030, c'est dans 10 ans, même pas. Et donc entre 2030 et 2050, puisqu'on a une fourchette d'incertitude. Donc ça, c'est le réchauffement climatique global que vous revoyez ici avec cette courbe noire. Et donc la température du globe, aujourd'hui, par rapport à 1850, a augmenté d'environ 0,87 degrés Celsius. Ça, c'est le globe. Si l'on regarde la courbe grise, elle vous montre le niveau de réchauffement au-dessus des continents, c'est-à-dire là où nous vivons. Et là où nous vivons, nous sommes déjà à 1,5 degré de réchauffement, parce que les continents se réchauffent 2 fois plus vite que le globe. Donc nous, les humains, nos écosystèmes, nos animaux d'élevage, ils perçoivent déjà 1,5 degré de réchauffement. Donc quand on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré à l'échelle de la planète, ça veut dire 3 degrés sur nos continents. Alors quand on parle de réchauffement climatique, on ne parle pas que de température de l'air, on parle d'un ensemble d'observations, de tout un faisceau d'évidences que vous voyez ici et qui vont tous dans le même sens. Donc, en dehors de la température, j'ai parlé du contenu thermique de l'océan, donc la quantité d'énergie accumulée par l'océan. On a aussi la vapeur d'eau dans l'air. L'air, un air plus chaud, contient plus de vapeur d'eau. Donc, on a augmenté le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. Ça a une conséquence importante, c'est que quand il pleut, il y a plus d'eau à précipiter et donc on a des précipitations plus intenses, plus violentes. On a aussi une diminution du couvert neigeux et de la quantité de neige. On a une diminution du volume des glaciers partout. Il y a eu même des manifestations, je crois que c'est du côté de la Scandinavie, où il y a eu des manifestations pour dire adieu à des glaciers qui étaient en train de disparaître. On a l'extension de la banquise aussi qui diminue, d'où les petites images d'ours blancs tout seuls sur leurs petits morceaux de glaçons qu'on voit apparaître notamment pour les enfants et pour attirer leur attention. Et puis on a une montée du niveau des mers qui résulte de 2 effets. Un premier effet, c'est la fonte des glaciers avec un ruissellement de l'eau et donc un apport d'eau douce supplémentaire à l'océan. Donc on met plus d'eau dans l'océan, donc le niveau de la mer monte. Et puis le réchauffement des océans. Un océan qui est plus chaud est un océan qui se dilate. Et donc c'est aussi une remontée du niveau des mers avec plein de problèmes et de risques sur plein de petites îles, notamment au milieu du Pacifique, où des gens vivent qui n'ont aucune responsabilité dans le réchauffement climatique actuel, mais qui vont être les premiers à souffrir de ses conséquences. Alors, un changement climatique, un climat plus chaud, c'est un climat qui connaît beaucoup plus d'événements extrêmes. J'ai parlé tout à l'heure de l'augmentation de l'intensité des fortes précipitations, c'est partout dans le monde, et ça, c'est vraiment lié à l'augmentation du contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. On a aussi une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des événements caniculaires dans la plupart des régions du monde, qu'on est parfaitement capable de corréler à l'augmentation de la température du globe. Et on a la fréquence, l'intensité des sécheresses qui ont augmenté dans certaines régions. La Méditerranée, l'Asie occidentale, de nombreuses parties d'Amérique du Sud, une grande partie de l'Afrique et de l'Asie du Nord-Est. Dans ces régions-là, on est certain que cette augmentation des sécheresses est liée au changement climatique. Il y a d'autres régions qui connaissent une évolution des sécheresses, mais qu'on n'est pas capable aujourd'hui de corréler de manière certaine à l'augmentation de la température du globe. Donc c'est pour ça que ce sont les 3 que l'on connaît avec certitude et que l'on attribue avec certitude au réchauffement climatique. Si on veut se projeter dans le futur, dans les prochaines décennies, comment fait-on? Ce que l'on fait, c'est que l'on on travaille avec des gens qui travaillent sur l'évolution de la société, sur l'évolution de la démographie, sur l'évolution des technologies. Et ce monde socio-économique, pour un climatologue, on appelle ça le monde socio-économique, ce monde socio-économique nous fournit des scénarios. Il nous fournit des scénarios d'évolution de la démographie, il nous fournit des scénarios de choix de société, de progrès technologique, de consommation énergétique.
Et à partir de ces scénarios, ils en déduisent des scénarios d'émissions de polluants, de gaz à effet de serre, de déforestation, de changement de zone agricole, de changement de comportement pour l'alimentation de l'élevage, etc. Donc, ils nous donnent un ensemble d'informations que nous utilisons ensuite dans nos modèles de climat pour anticiper la trajectoire future du climat. Ici, vous voyez des changements de température au fil du temps, entre 1950 et 2100, pour deux scénarios particuliers. Le scénario rouge, qui est le scénario pour lequel on estime qu'on ne fait rien. On continue à émettre et à consommer comme nous le faisons aujourd'hui. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à à un peu moins de 1 degré Celsius de réchauffement, c'est la température là, et on peut monter aussi chaud que plus 4 ou plus 5 ou 6 degrés Celsius. Rappelez-vous que plus 5 degrés Celsius sur le globe, c'est plus 10 sur les continents. Et puis souvent, on me dit, mais qu'est-ce que ça va faire chez moi? En fait, le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 21 000 ans, la dernière période très froide que la Terre ait connue. Il y a 21 000 ans, la Terre était 5 degrés plus froid qu'aujourd'hui. 5 degrés, pas plus. On avait quoi? 120 mètres de niveau marin en dessous d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Méditerranée, il y a une grande grotte qui s'appelle la grotte Cosquer, dont vous avez peut-être entendu parler, qui aujourd'hui est à 70 mètres sous le niveau. Il faut y aller en plongée sous-marine, et dans lequel vous avez des peintures rupestres magnifiques. Eh bien, cette grotte, à l'époque, elle était au-dessus du niveau des mers, donc les gens pouvaient rentrer dedans, depuis la Terre, et peindre. Vous aviez des phoques et des pingouins en Méditerranée. Vous avez une épaisseur de 3 km de calotte de glace sur le nord de l'Angleterre, sur le Canada. Donc, c'est un monde qu'on ne connaît pas. C'était que 5 degrés de moins. Et si nous continuons comme aujourd'hui, potentiellement, on peut atteindre 5 degrés de plus. Donc, c'est forcément un monde que nous ne connaissons pas non plus. Alors, ce dont nous sommes certains, c'est que l'augmentation de température est parfaitement corrélée avec le contenu en CO2 de l'atmosphère. Plus nous augmentons nos émissions fossiles, plus nous augmentons la température. La corrélation est absolument parfaite. Il n'y a pas d'erreur là-dessus, il n'y a pas de question là-dessus, ce sont des principes physiques. La seule chose qui est différente, c'est que selon les scénarios, on peut atteindre plus ou moins tardivement un certain niveau de réchauffement. Donc ici, chaque couleur correspond à un scénario socio-économique différent. La couleur bleu foncé, c'est un scénario extrêmement environnemental dans lequel on prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. Et si on regarde le 2 degrés de réchauffement, vous voyez que dans ce scénario-là, on ne l'atteint jamais et que même en 2100, on est en dessous des 2 degrés de réchauffement. Par contre, le scénario rouge, qui est le scénario « on continue à vivre comme nous vivons aujourd'hui », eh bien, vous voyez que les 2 degrés sont atteints pratiquement en 2040 et qu'en 2100, eh bien, on peut atteindre les 4,5 degrés parce qu'on a continué à cumuler ici des quantités énormes de carbone dans l'atmosphère. Donc cette corrélation-là, il n'y a aucun doute. Donc plus on émet, plus on se réchauffe. C'est complètement mathématique. Il n'y a pas d'équation, mais c'est mathématique. Alors, qu'est-ce que ça donne 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud? Ça, ce sont des changements de température en moyenne annuelle. La première chose qu'on voit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il fait plus chaud sur les continents que sur les océans. On est dans des couleurs plus sombres sur les continents que sur les océans. Et puis, il fait plus chaud dans les latitudes polaires que plus au sud. Plus on va vers le nord, plus le réchauffement est important parce qu'on a ce qu'on appelle des phénomènes de rétroaction, d'amplification du réchauffement, notamment par la fonte des glaciers, la fonte des zones de pergélisol, la fonte de la banquise. Voilà, donc on a un certain nombre de phénomènes de rétroaction qui vont amplifier le réchauffement vers les zones polaires. Et donc vous voyez que dans un monde à 2 degrés, eh bien, il fait plus chaud sur les océans, sur les continents. Vous voyez commencer à apparaître ici aussi une petite zone qui devient rouge, donc on est autour de 4 degrés de réchauffement. Et puis vous avez une amplification encore plus forte dans les pôles. Partout où il y a des croisillons, c'est qu'on a une certitude absolue sur le changement. Il y a plus de 40 modèles climatiques dans le monde qui font les mêmes expériences et qu'il n'y a pas un modèle qui soit en désaccord avec l'autre. Donc c'est un accord parfait entre les modèles. Ce n'est pas vraiment le cas quand on s'intéresse aux précipitations. Vous voyez que vous n'avez pas des croisillons partout.
Ça veut dire qu'il y a des zones sur lesquelles les modèles ne sont pas forcément d'accord. Par contre, on est d'accord, tous les modèles sont d'accord sur le fait qu'on a une amplification des précipitations dans les latitudes plutôt boréales, au nord des latitudes tempérées, et qu'on a une diminution très prononcée des précipitations, notamment sur tout ce qui est la zone méditerranéenne. Et le nord de l'Afrique et voilà, toutes les régions méditerranéennes ici, on est parfaitement certain que le réchauffe, plus il fait chaud, plus on a des déficits pluviométriques dans ces régions-là. Pareil sur pas mal de zones océaniques. Et par contre, vous voyez qu'il y a plein de régions où on augmente les précipitations. Mais là, vous voyez par exemple que dans le Sahara, dans l'est du Sahara, on n'a pas d'accord entre les modèles sur le changement de précipitation. La moyenne des modèles semble dire qu'on va plutôt vers une augmentation de la pluviométrie, un renforcement de la mousson africaine, mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement partagé par l'ensemble des modèles climatiques. Donc on a des incertitudes sur ce sujet-là. Donc c'est l'importance des rapports du GIEC, c'est aussi de mettre où sont les certitudes et où sont les incertitudes. On parlait des événements extrêmes. Ça, c'est pour montrer une distribution des températures les plus chaudes et pour montrer un peu comment se distribuent les températures. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un déplacement de cette courbe vers votre droite, ce qui veut dire qu'un événement, donc cette courbe-là est le climat, disons, actuel ou le climat passé. Les événements les plus chauds étaient ici, donc on avait des températures qui étaient atteintes pour moins de 10% des situations annuelles. Et ce que l'on voit, c'est que ces températures-là sont des températures qui vont être atteintes beaucoup plus fréquemment. C'est-à-dire que les températures qu'on estime les plus chaudes aujourd'hui, dans un monde plus chaud, seront atteintes beaucoup plus souvent et beaucoup plus fréquemment. Et qu'il y a des régions où on va atteindre des extrémas de température jamais vus. En France, par exemple, l'été dernier, on a dépassé les 47 degrés dans certains villages de France, des températures qui n'avaient jamais été vécues. Et on s'attend, dans Paris, à dépasser les 50 degrés dans les 15 prochaines années. Voilà, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir. Et aujourd'hui, on est certain que cela va arriver. Donc ça, c'est la même chose, mais au lieu de vous la montrer en courbe, on vous la montre en carte. Et donc, vous voyez encore vos croisillons un petit peu partout qui vous montrent que le nombre de jours très chauds va augmenter très fortement. On a énormément de canicules dans les océans, de canicules océaniques, on n'y pense pas, mais ce sont des effets désastreux pour les pêcheries, par exemple, parce que ça a des effets très forts sur les populations de poissons. Alors les poissons peuvent se déplacer plus facilement que les arbres ou que notre agriculture, mais ils en souffrent quand même parce que les zones sont assez grandes. Et donc vous voyez que dans un monde plus chaud, eh bien, les extrémas de température sont encore plus forts. Et les pluies les plus intenses aussi, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de régions pour lesquelles on s'attend à voir augmenter les précipitations les plus intenses. Alors une autre façon de voir ce lien entre la température moyenne et les extrêmes, c'est celle-là. Ici, vous avez le réchauffement global. Et puis ici, vous avez le réchauffement en Méditerranée pendant le jour le plus chaud de l'année. Vous voyez que pour un réchauffement global de 2 degrés, en Méditerranée, vous pouvez potentiellement atteindre 4 degrés d'augmentation de l'extrême le plus chaud. Donc, c'est des choses qui ne sont pas du tout anodines quand on sait que nos plantes, nos animaux ou bien nous, en période de canicule, nous souffrons énormément. Donc, nous ne sommes pas sensibles à la température moyenne de l'année, nous sommes vraiment sensibles aux variabilités, à la variation des températures et notamment aux extrêmes de froid ou aux extrêmes de chaud. Alors maintenant, je vais plonger un petit peu plus sur les terres, là où nous vivons. Parce que les terres émergées, elles subissent beaucoup de pression. Elles subissent la pression du changement climatique, mais elles subissent aussi nos pressions directes par notre occupation et notre usage des sols. Pour vous montrer une mesure de notre occupation, aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des terres émergées non englacées, on en utilise 70%. 70% de nos terres sont aujourd'hui occupées ou exploitées par nos activités. Il reste un petit quart de la planète qui n'est pas touché par nos activités directes. Ce petit quart est touché par nos activités indirectes, par l'évolution du climat, mais pas par notre exploitation. Ce que vous voyez ici, en rose, c'est la surface de ces terres émergées qui est occupée par nos infrastructures, nos villes, nos routes, nos exploitations, 1%.
50% de la population mondiale vit sur 1% aujourd'hui. Tout le reste, les terres cultivées, les zones de pâturage, les zones de forêt gérées, tous les autres, nous les exploitons. Nous vivons sur 1% et nous exploitons tout le reste. En plus de cette exploitation, donc c'est ce qu'on avait libre de glace, nous nous approprions la production de notre planète. C'est-à-dire que nos écosystèmes, nos plantes produisent de la biomasse. Naturellement, ce cycle repart sur le sol, etc. Il y a un cycle naturel. Et nous nous approprions, nous faisons sortir de ce système naturel un quart à un tiers de la productivité de nos écosystèmes, que nous transformons en autre chose. Donc c'est une autre forme de retour. On est complètement sorti du système naturel. On n'est plus dans un cycle du carbone naturel, on est dans un autre cycle. Une partie de cette biomasse qu'on s'approprie retourne en méthane. Voilà. Donc on a ce cycle-là qui joue. Donc ce que vous voyez ici, et en plus, si on regarde depuis 1961, c'est ce qu'on voit là sur ces figures, on a une croissance démographique et une évolution de consommation par habitant qui a entraîné des taux sans précédent de l'utilisation de nos terres et de l'eau douce. Par exemple, nous avons augmenté nos rendements céréaliers par 3 depuis 1960 en multipliant par 9 notre utilisation d'engrais d'azote inorganique, donc d'engrais que l'on construit. Nous avons aussi multiplié par 2 nos volumes d'eau pour l'irrigation. Aujourd'hui, 70% de l'eau douce est utilisée pour l'irrigation de nos champs. 70% de l'eau douce prélevée est utilisée pour produire ce que nous mangeons ou ce que nos animaux mangent. Et on a une augmentation à peu près de plus de 50% des ruminants à l'échelle de la planète. L'approvisionnement en huile végétale et en viande a été multiplié par 2 depuis 1960, avec un apport de calories de 1/3 par personne depuis 1961. Donc aujourd'hui, on a 2 milliards de personnes en surpoids ou obèses, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'il nous reste 820 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc en fait, les courbes entre les personnes en sous-nutrition et en surnutrition se sont croisées, ce qui est bien puisqu'il y a beaucoup plus de personnes en surnutrition qu'en sous-nutrition. Mais malgré cela, malgré la production énorme de notre planète, nous continuons à avoir un grand nombre de personnes qui souffrent de la faim. Ce qui est absolument incroyable et qu'a produit comme chiffre ce rapport, c'est qu'aujourd'hui, on est certain que 25 à 30% de toute la matière que nous produisons pour l'alimentation est perdue ou gaspillée. Un quart de ce que nous produisons est perdu ou gaspillé. Perdu dans des pays en développement par des problèmes de stockage, de transport, de transformation, et gaspillé dans les pays développés par surconsommation. Donc ça, ce sont des choses, ça veut dire quoi? Je reviendrai à la fin, ça veut dire que chacun de nous, chaque pays, chaque individu a son rôle à jouer pour faire diminuer ce pourcentage-là qui est énorme. On a parlé de 70% des terres qui étaient exploitées ou occupées, et on a un quart des terres qui est considéré aujourd'hui comme dégradé par nos activités. Dégradé, ça veut dire quoi? En gros, on utilise 4 facteurs. Un premier facteur, c'est une diminution de la productivité. Deuxième facteur, c'est une faible capacité à stocker du carbone. Troisième facteur, c'est une perte de sol par érosion. Quatrième facteur, c'est une perte de biodiversité. 4 facteurs, il y en a d'autres, mais 4 facteurs essentiels qui nous permettent de caractériser le niveau de dégradation d'un sol. On estime par exemple que l'érosion des sols qui proviennent des champs agricoles aujourd'hui est 10 à 20 fois supérieure à la capacité de ce même sol à se restaurer. Ça, c'est si on ne travaille pas notre sol, c'est-à-dire s'il n'y a pas de labour profond. Si on est dans un sol qui est fortement labouré, le taux passe à 100. Donc sa destruction est 100 fois supérieure à sa capacité de se restaurer. Si on regarde l'évolution des zones arides, qui est la courbe numéro 2 ici, les zones arides en sécheresse chaque année, elles augmentent de manière assez importante au rythme de 1 à 2% par an. Donc des zones qui sont des écosystèmes semi-arides naturels
rentrent en situation de sécheresse, et ce qui fait que ça affecte un certain nombre de millions de personnes supplémentaires par an, qui est assez gigantesque. Et tout ça, ce sont des choses que l'on est capable de relier à l'augmentation de la température. Mais les terres émergées, donc, on les travaille, on les utilise, mais elles sont à la fois une source et un puits de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'elles sont émettrices, donc elles contribuent au changement climatique, mais elles ont aussi un rôle où elles nous aident à lutter contre le changement climatique. Elles sont émettrices essentiellement par nos activités, encore une fois. On a parlé tout à l'heure des 3 grands gaz, le CO2, le méthane et excusez-moi, c'est N2O ici et pas NO2, il y a une petite erreur. Le CO2, c'est la courbe 1. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les émissions de dioxyde de carbone par les terres, je ne parle pas là du transport, de nos activités industrielles, je parle de notre occupation et de notre gestion des terres pour les exploitations forestières, agricoles et d'élevage. Ces émissions de CO2 ont stagné depuis à peu près 1990. C'est-à-dire que le secteur de l'élevage, de l'agriculture est un secteur qui est stabilisé en termes d'émissions de CO2. Par contre, vous voyez que pour tout ce qui est du méthane et du N2O, il y a une augmentation continue, régulière, sans aucune stabilisation, qui est liée à ces activités-là. 13% des émissions mondiales de gaz carbonique, de CO2, viennent de nos exploitations des terres. C'est essentiellement des effets de déforestation, de destruction de zones humides et de tourbières. 44% des émissions de méthane viennent des ruminants et de la riziculture. Et 82% des émissions de N2O viennent de l'épandage et de l'élevage. Donc vous voyez que la contribution des activités agricoles et forestières est très différente selon les gaz que nous abordons. Le CO2 reste dominé par les activités de combustibles fossiles, de transport et d'industrie. Si on raisonne système alimentaire, c'est la production, mais c'est aussi le transport, le stockage, la transformation, l'emballage de tout ce que nous consommons. Le système alimentaire dans son ensemble est responsable de plus d'un quart des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc le secteur alimentaire est un secteur sur lequel il y a des moyens de travailler pour lutter pour atténuer le changement climatique. Les pertes et gaspillages alimentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé un quart de pertes en termes de production, ça correspond à 8 à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc là encore, un moyen de raisonner et de diminuer. Et puis tout ce qui est destruction des zones humides et tourbières et déforestation, c'est 10 à 15% des émissions totales de CO2. Donc là aussi, lutter contre la déforestation, lutter contre la destruction de nos tourbières et de nos zones humides nous permet de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'était la contribution en termes d'émissions. Mais aujourd'hui, nos écosystèmes terrestres absorbent 29% de nos émissions totales de gaz à effet de serre. Enfin, juste de CO2. 29%. C'est-à-dire que, en fait, ce qui reste dans l'atmosphère aujourd'hui, c'est un tiers de ce qu'on émet. Un tiers, un peu plus, est absorbé par les océans, un tiers par les continents. Donc, en fait, les écosystèmes naturels, qu'ils soient océaniques ou continentaux, jouent déjà un rôle d'atténuateur du changement climatique. Si ce rôle s'arrête, on est vraiment en danger. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les écosystèmes pompent du CO2 pour leur photosynthèse, donc pour croître, et ils perdent du CO2 par respiration, mais le bilan photosynthèse moins respiration est un bilan qui est positif. Donc, on a ce qu'on appelle un puits de carbone qui est joué par les écosystèmes terrestres. Par contre, avec un climat qui se réchauffe, la persistance de ce puits est totalement incertaine. On a en fait deux effets contradictoires qui jouent. On a une hausse des émissions de CO2 par la respiration des végétaux et des sols. Plus il fait chaud, c'est comme nous les humains, plus il fait chaud, plus nous avons besoin de respirer et nous transpirons. Plus il fait chaud, plus le végétal et les sols respirent, et en respirant, ils relarguent du CO2. Et ça peut contrebalancer un effet qu'on appelle de fertilisation. Plus de CO2 dans l'atmosphère, ça bénéficie à la croissance de la végétation.
donc c'est ce qu'on appelle la fertilisation, et puis une température qui s'accroît, notamment dans les hautes latitudes, c'est un allongement de la saison de croissance du végétal, et donc plus de temps pendant lequel le végétal va photosynthétiser, va absorber du CO2. Par contre, le bilan entre l'augmentation de la respiration et l'augmentation de la photosynthèse est quelque chose pour lequel on n'a aucune certitude aujourd'hui. Il y a des études qui nous disent qu'on va augmenter le puits de CO2 et d'autres qui nous disent que l'on va le diminuer. Donc là, on a une incertitude totale sur le futur. Et rappelez-vous que si on le diminue, ça veut dire qu'au lieu de pomper 29%, si on passe à 20%, c'est 9% de plus qui reste dans l'atmosphère et donc qui augmente le contenu en CO2 de l'atmosphère. La grosse incertitude, c'est le pergélisol. Le sol qui est gelé dans les très hautes latitudes de l'hémisphère nord contient des réserves de carbone énormes. Si ça se dégèle, ce carbone est relargué dans l'atmosphère et c'est ce qu'on appelle un phénomène amplificateur, par une augmentation supplémentaire du CO2 dans l'atmosphère, relargué par les sols qui aujourd'hui contiennent leur carbone. Ce que les mesures aujourd'hui montrent, c'est que dans les zones où le sol se dégèle, il y a une croissance de la végétation qui se produit. Et que la croissance de la végétation, qui pompe du CO2 de l'atmosphère pour grandir, pour produire de la biomasse, compense partiellement le relargage de CO2 par la respiration des sols qui étaient gelés auparavant. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que jusqu'à la fin du XXIe siècle, on aura peut-être un équilibre entre les puits et sources dans ces zones de sol gelés. Par contre, on est certain qu'au-delà de la fin du XXIe siècle, le relargage de CO2 dans ces régions-là sera massif et donc va contribuer à une augmentation encore plus importante du CO2 dans l'atmosphère et donc une accélération du réchauffement. Alors, les terres émergées contribuent au changement climatique. On a parlé de sources et puis de gaz à effet de serre. Donc, elles contribuent au changement climatique à l'échelle mondiale, mais elles jouent aussi un rôle d'échange clé à nos échelles de vie. En fait, vous le savez instinctivement, puisque quand vous faites une randonnée en été, que vous êtes sur un champ agricole qui vient d'être fauché, vous avez chaud, et s'il y a un massif forestier juste à côté, vous rentrez dans la forêt et vous avez ce sentiment de fraîcheur. Et ça, c'est parce que la forêt va transpirer, elle va prendre de l'énergie à la surface, elle va l'envoyer en haut dans l'atmosphère, et donc le résultat, c'est que vous, en surface, vous ressentez ce prélèvement énergétique de la forêt qui vous laisse une sensation de fraîcheur. Dans les villes, on parle de végétaliser les villes, c'est exactement pour la même raison. On veut mettre de la végétation parce que la végétation transpire et qu'elle va apporter un îlot de fraîcheur. Sauf qu'on ne le raisonne que très rarement à l'échelle d'un paysage. On sait qu'une surface humide et qui transpire nous donne cet effet de fraîcheur immédiat. Donc partout où le couvert forestier va augmenter, l'évapotranspiration accrue va entraîner des journées plus fraîches pendant la saison de croissance. On sait aussi que la présence de cette forêt va réduire très fortement l'amplitude d'un événement caniculaire. Donc au lieu d'avoir 6 degrés avec votre canicule, vous en aurez peut-être que plus 2 parce que vous aurez bénéficié d'un couvert forestier. Et on sait que l'intensité et la durée de plusieurs événements extrêmes, notamment toutes ces vagues de chaleur, sont modifiées par les changements de conditions d'occupation et d'utilisation des terres. Après, si on fait quelque chose de très caricatural, on va pouvoir dire qu'une zone qui est irriguée en permanence sera toujours plus fraîche que la zone d'à côté qui n'est pas irriguée. Mais ça devient dangereux quand on dit des choses comme ça, parce que ça veut dire qu'on utilise de l'eau pour l'irrigation et que donc on épuise nos réserves en eau souterraine. Donc c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Ce que l'on sait aussi, c'est que les changements de surface affectent le climat et pas uniquement là où nous perturbons le couvert végétal. Ça, c'est un exemple qui est mis en route en ce moment en Californie, où vous avez une zone relativement sèche avec une petite colline, et où ce qui est en cours, c'est de planter une forêt irriguée dans un premier temps. Cette forêt irriguée, les arbres transpirent, la vapeur d'eau est transportée puisque le vent souffle de l'aval vers l'amont, est transportée et donc les précipitations se forment en altitude. Là où se forment les précipitations, ça permet d'ensemencer la croissance de végétaux. Une partie de l'eau redescend par ruissellement le long de la colline et va donc réalimenter la forêt en aval avec
l'espoir que petit à petit on puisse arrêter l'irrigation. Et donc vous avez un espèce de système vertueux qui se met en place avec une forêt qui transpire, une vapeur d'eau transportée en altitude, permettant de faire croître de la végétation, avec un ruissellement qui revient, et vous avez une amplification du système initial. Et ça, ce sont des choses qui fonctionnent. On n'est pas complètement capable de quantifier ça encore aujourd'hui, mais ce sont des choses qui fonctionnent et que l'on peut mettre en place. Alors, tout ce changement climatique, donc on a parlé de la façon dont nous exploitons nos sols, nous avons parlé du changement climatique qui affecte aussi les sols, et nous avons parlé du rôle de puits et sources de la végétation vis-à-vis du CO2, et nous avons aussi parlé de la façon dont la végétation affecte le climat sur nos lieux de vie. La question qui se pose maintenant, ce sont les conséquences du changement climatique. Or, on sait que la sécurité alimentaire a déjà été affectée. Plus le climat se réchauffe, plus les risques augmentent pour la sécurité alimentaire, pour la biodiversité, pour la santé humaine et la santé des écosystèmes, et pour tout ce qui est infrastructure. Ce que l'on sait déjà, par exemple, c'est que dans les régions tropicales, il y a beaucoup de rendements qui ont déjà diminué à cause du changement climatique. A contrario, dans des latitudes plus hautes, il y a beaucoup de cultures qui ont bénéficié du changement climatique. En Europe, la betterave, par exemple, la betterave sucrière, est une plante qui bénéficie et qui se satisfait énormément de l'augmentation des températures. Et donc, les rendements continuent d'augmenter de plus en plus. On sait aussi, notamment dans les systèmes pastoraux en Afrique, que le changement climatique a entraîné une baisse des taux de croissance des animaux et donc une baisse de leur productivité par des excédents de chaleur. Et puis, les choses qu'on commence à voir arriver de plus en plus, c'est la réponse des ravageurs et des maladies au changement climatique. Donc, on a deux effets sur les ravageurs et maladies. L'effet premier, c'est l'homme qui transporte des microbes, des parasites, etc. Mais le deuxième effet, c'est un effet de changement climatique. Et les ravageurs et maladies ont une réponse en température qui est décalée maintenant par rapport à la réponse des plantes. Et on arrive sur un croisement de saisonnalité entre la maladie ou le ravageur et la plante qui sont désynchronisés en termes de leur saisonnalité, avec donc des attaques qui arrivent à des moments où la plante n'est pas prête à se protéger. Et donc ça, ce sont des choses qu'on observe de plus en plus dans plusieurs régions du monde. Ce que l'on observe aussi, ce que l'on commence à voir par des expériences, c'est que l'augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère, même si elle peut augmenter la croissance de certains végétaux, elle diminue la qualité nutritionnelle de leurs produits. Et ça pose un vrai problème, parce que augmenter la production par une augmentation du CO2, c'est bien, mais si c'est au détriment d'une qualité nutritionnelle, ce n'est pas forcément mieux pour la sécurité alimentaire. Donc là, ce sont des travaux qui sont encore très récents, pour lesquels il n'y a pas de certitude absolue, mais l'ensemble des expériences qui ont été faites jusqu'à présent semblent toutes converger vers cette baisse de qualité nutritionnelle. L'autre problème qui se pose, bien sûr, c'est, on a parlé des îles qui allaient être envahies par la montée du niveau des mers. On sait aussi, on le voit notamment, il y a beaucoup d'études qui semblent montrer que les problèmes qui ont eu lieu ces dernières années et décennies en Syrie seraient une conséquence d'un problème de perte de rendement lié au changement climatique dans cette région, et que ça amplifie les migrations à l'intérieur et au-delà des frontières, et ça pose bien sûr des problèmes ensuite de sécurité. Et la dégradation des sols, bien sûr, le changement climatique affecte aussi, il n'y a pas que nos activités directes, il y a aussi le changement climatique qui affecte la dégradation des sols, notamment dans les zones côtières, avec l'augmentation du niveau des mers, des cyclones plus intenses qui donc mettent en danger beaucoup de zones côtières. Non, excusez-moi, je suis en arrière. Ce que l'on voit comme impact aussi, c'est un déplacement des zones qu'on appelle bioclimatiques. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement, on voit des zones se déplacer vers le nord et en altitude. Il fait de plus en plus chaud vers le nord, de plus en plus chaud en altitude. Donc on a des espèces végétales qui vivaient à certaines limites en altitude ou à certaines limites en latitude et qui se déplacent vers le nord et vers le haut. Et ça, ce sont des choses que l'on observe partout, dans toutes les zones de montagne. Et notamment au Canada, ils ont fait énormément d'observations de cette chose-là. Dans les zones boréales, le réchauffement
conduit de plus en plus à un verdissement, puisque là, on a un allongement des saisons de croissance, mais on a aussi une augmentation des perturbations. Et ça, ce sont des choses que l'on n'a pas suffisamment regardées aujourd'hui. On se rend compte que les effets bénéfiques du changement climatique dans des latitudes froides par un réchauffement et un allongement des saisons de croissance sont contrebalancés par de plus en plus d'événements perturbateurs comme les feux, les sécheresses et des infestations. Et que ça peut venir potentiellement annuler certains effets bénéfiques qu'on attendait dans ces latitudes. Dans les zones tropicales, on est en train de voir apparaître petit à petit des conditions climatiques jamais vues au cours du dernier million d'années. On est en train d'atteindre des températures que la Terre n'a pas connues au cours des 800 000 ou derniers millions d'années. Et c'est dans les zones tropicales, qui sont aujourd'hui les plus chaudes et les plus humides, que l'on voit ces nouveaux climats que l'on ne connaissait pas avant et dont on attend une augmentation de plus en plus récente. Et donc, on est incapable. Aujourd'hui, en Europe, vous pouvez vous dire, en fonction de la façon dont le climat va changer, je vais trouver un analogue ailleurs dans le globe qui ressemble à ce qui va m'arriver dans 50 ans. Et donc, qu'est-ce qui pousse dans cet analogue aujourd'hui et réfléchir à la façon dont vous pouvez vous adapter. Dans les zones tropicales, on va être sur des climats qui n'ont aucun analogue sur la planète aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas quels écosystèmes vont être capables de s'adapter dans ces régions-là. Une façon qu'a le climatologue de représenter un certain nombre de niveaux de stress, c'est par niveau de réchauffement. Donc vous avez ici de 1 degré à 5 degrés de réchauffement. La barre grise horizontale, c'est le niveau de réchauffement aujourd'hui. Et vous voyez, plus vous allez dans le rouge et plus le système que vous regardez est stressé. Donc là, vous regardez, si on regarde par exemple les feux de forêt. Alors aujourd'hui, quel que soit ce que l'on regarde ici, quel que soit ce que l'on regarde, on est sur ce qu'on appelle un risque modéré. Le risque jaune est un risque modéré. On est sur un risque modéré pour l'ensemble des choses. Plus on va se réchauffer, vous voyez que pour les feux de forêt, si on atteint 1,5 degré de réchauffement, on commence à rentrer dans un risque élevé de feux de forêt. On l'a vécu en Australie. D'accord ? L'Australie, ces derniers mois, c'est exactement l'une des résultantes potentielles du changement climatique. Ce sont des feux de forêt liés à des excès de réchauffement et à un excès de sécheresse. Et comme c'est un continent très peu habité, ça s'est emballé très vite. Donc ce risque-là augmente très fortement. La fonte du pergélisol, c'est pareil. Déjà à 1,5 degré de réchauffement, on rentre sur un risque élevé. Sur tout ce qui est difficulté d'approvisionnement alimentaire, on est aussi dans un risque élevé à 1,5 degré de réchauffement. Par contre, l'érosion des sols, on reste dans un risque modéré et la pénurie d'eau dans des terres déjà un peu arides, on reste un peu dans des risques modérés. Mais vous voyez que plus on augmente et plus ça se rougit. C'est pour ça que ça s'appelle la figure des braises. Et donc, ce que vous voyez, c'est que le 3 degrés ici, c'est ce qui nous attend à peu près. C'est-à-dire que si vous regardez les accords de Paris décident de ne pas dépasser 1,5 à 2 degrés Celsius. Donc, chaque pays est venu avec ses intentions. Comment est-ce qu'il va travailler pour atténuer le changement climatique ? Si vous cumulez les intentions de tous les pays du monde, on arrive à 3 degrés de réchauffement. Aucune intention ne permet de se limiter à 1,5 degré. C'est-à-dire que les pays doivent être encore plus ambitieux que ce qu'ils ont été jusqu'à présent. Si vous êtes à 3 degrés, vous voyez que vous êtes dans un risque très fort dans pratiquement tous les systèmes. Élevé à très élevé dans pratiquement tous les systèmes. Ce qui est intéressant, si vous regardez les problèmes de pénurie d'eau en zone aride ou les problèmes de dégradation des terres ou de précarité alimentaire, c'est que vous avez toujours le niveau de réchauffement ici. Et ces chiffres ou ces sigles SSP1 et SSP2 correspondent à des choix socio-économiques que nous pouvons faire à l'échelle mondiale. Et ce que l'on voit, c'est que selon le choix socio-économique, pour un même stress, eh bien, peut nous permettre d'éviter et d'être en risque modéré au lieu d'être en risque élevé. Ce qui veut dire que si on se donne les moyens de l'adaptation, on peut évidemment moins souffrir d'un certain niveau de réchauffement. Mais ça demande un travail énorme d'égalité à l'échelle de l'ensemble des sociétés et de l'ensemble des pays, qui est quelque chose qui n'est pas gagné aujourd'hui.
Alors, ce que propose ce rapport aussi, c'est de nombreuses options de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le point très positif, c'est que si l'on s'intéresse au secteur des terres, on n'est pas dans une position d'être face à des défis insurmontables. Le seul défi insurmontable, c'est de faire. Mais il n'y a pas de défi technologique. Les solutions, on les connaît. Les options, on les connaît. Et elles ont été catégorisées sur 3 grandes gammes d'options. Des options de gestion des terres, des options basées sur les chaînes de valeur, je vais vous expliquer après, et des options basées sur la gestion des risques. Et vous avez par exemple, donc il y a un groupe d'options qui est réduire, préserver, restaurer. La déforestation, la dégradation des forêts, on arrête. On évite 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre. Destruction, conversion des zones humides et tourbières, c'est pareil. Conversion des zones de pâturage, artificialisation des terres, on arrête. Si on réduit, qu'on préserve ou qu'on restaure tous ces habitats qui ont été dégradés, on fait un pas énorme vers les émissions de gaz à effet de serre, donc vers l'atténuation du changement climatique. Il y a tout un secteur qui est la transformation des modèles de production. Donc, dans la gestion des terres, c'est tout ce qu'on appelle l'intensification soutenable. C'est un peu barbare comme terme, mais c'est vraiment tout ce qui est le développement de l'agroécologie, l'agroforesterie, garder des sols couverts toute l'année, faire du semi-sous-couvert. Il y a des pratiques agricoles que l'on connaît, qui marchent et que l'on peut mettre en place partout dans le monde. Elles ont comme bénéfice non seulement de protéger nos sols de la dégradation, mais également de permettre d'accumuler du carbone dans le sol, puisque un sol qui est couvert toute l'année, c'est un sol qui absorbe du carbone toute l'année. La gestion des forêts, c'est la même chose. Tout ce qui est gestion intégrée de l'eau, donc là, c'est vraiment des choses, notamment en Afrique du Nord, c'est un vrai problème. Il y a des vraies questions sur la gestion de l'eau. Il y a des façons que l'on connaît de faire aujourd'hui pour mieux gérer l'eau. Et là, on est dans ce secteur de gestion des terres. La chaîne des valeurs, elle est là, sur tout ce qui est transformé nos modèles de production et de consommation. Des choix alimentaires sains. Donc des choix alimentaires sains, ça peut être très gros, mais si on suit les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, on sait que dans ces cas-là, non seulement on améliore la santé des individus, mais en plus, on atténue le changement climatique, puisqu'on a une meilleure consommation de produits qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, méthane, N2O et CO2. Tout ce qui est pertes et gaspillage alimentaire, rappelez-vous, je vous ai dit un quart est perdu, c'est 8 à 10% des émissions de CO2. Et tout ce qui est processus de transformation, là, on n'a pas encore assez de chiffres. On n'est pas capable de mesurer très exactement la contribution du secteur de la transformation alimentaire aux émissions de gaz à effet de serre. On sait que ça contribue, mais d'un point de vue quantitatif, on ne sait pas donner les chiffres exactement aujourd'hui. Et puis, il y a toute la chaîne de gestion des risques. Donc, il y a la diversification. Vous voyez, je l'ai mise en vert pour la gestion des risques et en bleu pour la gestion des terres, puisque la diversification, c'est à la fois pour les producteurs. Un producteur qui se diversifie au lieu de faire de la monoculture est un producteur qui va être plus résilient face à un événement extrême ou à un problème climatique. Et puis, la diversification en termes de choix alimentaires est quelque chose aussi qui est bon et pour la santé et pour les émissions de gaz à effet de serre. Il y a tout ce qui est système d'alerte, par exemple la gestion des feux, système d'alerte pour les inondations, système d'alerte pour les invasions parasitaires. Ce sont des choses qui permettent, en tout cas de manière presque instantanée, de pouvoir se prémunir et lutter contre la dégradation de nos plantations ou la dégradation de notre environnement. Tout ce qui est service climatique, ça je pense que c'est des choses dont on discutera un petit peu demain à l'école centrale. Le service climatique, c'est comment est-ce que les climatologues comme moi se mettent au service de ceux qui sont sensibles au climat et qui ont besoin de savoir ce qu'il va advenir dans le futur pour leurs activités. Ça peut être le bâtiment, ça peut être le transport, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'hydrologie. Donc c'est comment est-ce qu'on transforme notre connaissance du climat et de son évolution en indicateurs pertinents pour que le secteur soit capable de prendre en charge des décisions qui vont lui permettre de faire face à ce qui va arriver. Et puis tous les instruments de partage de risques, notamment tout ce qui est assurantiel, etc., ce sont des choses qui permettent. Donc vous voyez, vous avez donc
il y a 40 catégories de réponses qui sont évaluées dans le rapport. Je ne suis pas rentrée dans le détail de chacune de ces 40-là, mais dans le rapport, si vous allez vous balader dans ce rapport, il est accessible sur Internet, vous aurez un certain nombre d'options. Et aucune de ces options n'est inconnue aujourd'hui. Aucune de ces options n'a jamais été pratiquée aujourd'hui. Donc en fait, elles sont toutes, on peut toutes les mettre en œuvre de manière intelligente. Par exemple, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on pense à une option, eh bien, elle a des effets bénéfices dans autre chose. Par exemple, ici, c'est un exemple, je crois que c'était en Corée du Sud, de lutte contre la désertification. Donc, ils avaient des collines qui commençaient à se désertifier, qu'ils ont commencé à étager, ils ont planté. Et puis, par le système que je vous ai expliqué aussi tout à l'heure, eh bien, petit à petit, la végétation s'est mise à croître. Et ils sont arrivés sur un système qui a permis d'être auto-régulé, à rester vert, à aussi humidifier l'atmosphère, à diminuer la température localement. Et l'objectif, c'était de lutter contre la désertification. Mais ils ont aussi lutté contre la dégradation des terres, puisqu'ils ont amélioré la qualité de leurs terres. Ils ont aussi pu faire des plantations et mettre des abeilles, avoir des arbres qui produisaient des aliments, des fruits, etc. Donc, ils ont aussi amélioré la sécurité alimentaire de la région. Ils ont pu pomper du CO2, parce qu'il y a de la végétation qui est là, qui croît. Donc, on prend du CO2 de l'atmosphère. Donc, on joue sur l'atténuation du changement climatique. Et on joue sur le climat local. Et puis, il y a une partie du bois qui est prélevée aussi pour le bois de chauffe. Et donc, il y a un ensemble de systèmes vertueux. Donc, il y a une option qui a été mise en place pour lutter contre la désertification et qui a eu des effets bénéfiques dans toutes sortes d'autres systèmes. Les pertes et gaspillages, on en a parlé. La diversification, donc ça, c'est les choix alimentaires. Les choix alimentaires qui ont aussi des bénéfices, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'atténuation du changement climatique. On a parlé des pertes et gaspillages. On a parlé de la diversification des régimes alimentaires qui favorisent l'adaptation au changement climatique, mais aussi l'atténuation. Et puis, on sait, par exemple, que d'ici à 2050, si les transitions alimentaires sont faites en suivant les normes préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, on pourrait libérer des millions de kilomètres carrés de terre avec des co-bénéfices pour l'environnement et aussi éventuellement planter de la forêt qui va nous permettre d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre en pompant du CO2. Il y a des limites, bien sûr, à ce qu'on peut faire sur nos terres, c'est-à-dire que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce que les modèles socio-économistes préconisent, c'est un déploiement massif de la bioénergie. Et ils préconisent de la bioénergie avec des millions de kilomètres carrés à planter. Le problème est que ce déploiement a un effet sur la dégradation des terres et la sécurité alimentaire. Et je vais vous montrer ici. Si on veut atteindre 1,5 degré en déployant de la bioénergie, c'est-à-dire en essayant de faire des choses qui vont pouvoir capter le CO2 au lieu de réduire nos émissions, eh bien, il va falloir qu'on élimine 11 milliards de CO2 par an d'ici 2050, ce qui va nous mettre 150 millions de personnes supplémentaires exposées au risque de famine, 15 millions de kilomètres carrés de terre supplémentaires qui vont être obligés d'être défrichés pour pouvoir planter cette bioénergie, et une aggravation de la désertification et de la dégradation des terres qui, elle, est quand même aujourd'hui un peu difficile à quantifier. Par contre, si on limite la bioénergie à ce qu'on appelle des terres marginales ou qui sont abandonnées, comme c'est fait dans beaucoup de pays en développement, qui vivent sur la bioénergie depuis des siècles, de manière extrêmement durable, et que cette gestion est intégrée dans les paysages avec une gestion efficace et durable des ressources, par des mécanismes de gouvernance appropriés, alors on peut avoir des effets bénéfices. Donc le déploiement de la bioénergie, le message il est là, le déploiement de la bioénergie est quelque chose qui est potentiellement avec des effets négatifs sur la dégradation des terres, sur la perte en biodiversité et sur la sécurité alimentaire, qui ne doit pas être pensé sans réfléchir sérieusement aux effets de bord du déploiement de ces effets. Alors, ce que dit ce rapport, ce que disent tous les rapports du GIEC depuis 1990, c'est qu'il faut agir au plus vite. Et pourquoi ? Parce que si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, on réduit le potentiel des options liées au secteur des terres. Plus on dégrade nos terres, et moins on est capable
de les utiliser pour faire croître de la végétation et pour prendre du CO2 de l'atmosphère. On a des répercussions irréversibles sur certains écosystèmes. La dégradation du pergélisol, ça a mis des milliers d'années à se construire. Une fois qu'ils auront fondu, c'est terminé. Il faudrait une autre glaciation pour les recréer. Le fait qu'on vous fasse disparaître des écosystèmes des zones tropicales par des climats complètement nouveaux, une fois que ça a disparu, c'est dégradé, c'est dégradé. Donc il y a des pertes énormes. Et on a des répercussions économiques qui sont toujours plus importantes de toute façon. Souvent, c'est un rapport coût-bénéfice. On est capable d'imaginer le coût que va nous coûter de mettre en œuvre une certaine option. Mais par contre, on n'est pas toujours capable de mesurer le coût de l'inaction. Et le jour où on sera vraiment capable de calculer le coût de l'inaction, à ce moment-là, je pense que peut-être on réfléchira 2 fois. Donc, ça, je l'ai dit, dans les zones arides, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'aujourd'hui, les investissements dans la restauration des terres ont un ratio bénéfice-coût, donc bénéfice en premier, de 3 à 6 pour la valeur économique des services écosystémiques. C'est-à-dire si on valorise les services écosystémiques rendus, la capacité de produire, la capacité d'apporter de la biodiversité, de nous aider à faire des plantes médicinales, etc., eh bien, on peut avoir un ratio 6 en retour par rapport à ce qu'on va investir aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument garder en tête. Et bien sûr, des mesures d'action à court terme vont générer des bénéfices sociaux, écologiques et économiques et surtout nous aider à renforcer notre résilience. Alors, quelques conclusions. Aujourd'hui, les climatologues sont capables de dire que les émissions passées ne nous conduisent pas inéluctablement à plus de 1,5 degré. C'est-à-dire que si on arrêtait tout aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre, on ne compte que ce qu'on a déjà émis, eh bien, on n'atteindrait pas les 1,5 degrés de réchauffement. Donc, on a encore la capacité de ne pas arriver à ce niveau de réchauffement. Mais ça demande des décisions très importantes et très courageuses. Dans les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, pour contenir ce réchauffement, il faudrait que les émissions de CO2 soient divisées par 2 à l'échelle du monde d'ici 2030 et par 1/4 pour ne pas dépasser 2 degrés Celsius. Pour contenir le réchauffement, on devrait avoir un net zéro vers 2050. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on émet 1 tonne de CO2, on doit en stocker 1 tonne de CO2. Ce qu'on appelle le net zéro. D'accord ? Donc si on émet, on compense d'une manière ou d'une autre. Et réduire les autres émissions, donc là CH4, N2O, etc., aura aussi des effets immédiats sur la santé, puisque tous les épandages d'azote ont des effets sur l'ozone. Et l'ozone dans l'atmosphère à notre niveau de vie, c'est un polluant qui donne des problèmes respiratoires. Donc, limiter le réchauffement demanderait des changements à une échelle sans précédent. Ça, par contre, effectivement, et je pense que la peur, elle est là, la peur des gouvernements, la peur de la société, la peur de chacun de nous, c'est qu'il faut des transitions de tous les systèmes, énergie, usage des sols, villes, industrie, infrastructures, développer une palette de technologies, une forte baisse des émissions dans le transport et le bâtiment, des changements de comportement de chacun de nous, une diminution très rapide de l'utilisation du charbon et l'augmentation des investissements vers des options bas carbone. Et l'un des messages importants du rapport sur 1,5 degré, c'est que chaque demi-degré de réchauffement compte, chaque année compte, et chaque choix que nous faisons compte. Et ça, c'est important aussi, parce que c'est un des premiers rapports qui a signalé le rôle que nous, citoyens, nous pouvons jouer. Nous avons toujours reporté la faute sur nos gouvernements, mais nous, citoyens, nous avons notre rôle à jouer, et qui est un rôle qui sera bénéfique et qui pourra être mesuré. Et je vous laisse avec cette dernière diapositive. Quand on parle des terres, qui sont une ressource critique, ça je pense que personne n'en doute, puisque nous y vivons, nous mangeons, nous buvons sur ces terres, elles subissent des pressions croissantes, celles du changement climatique, mais celle de nos activités, mais aussi celle du changement climatique qui s'ajoute et qui empire une situation déjà tendue, que plein de solutions existent dans les systèmes de production, de choix d'alimentation, et que ça permettra d'améliorer l'état des terres, de renforcer la sécurité alimentaire, de produire de l'énergie et de stocker du carbone,
et qu'une gestion durable des terres fait partie des solutions. Mais si seul le secteur des terres travaille, alors de toute façon, on ne s'en sortira pas, puisqu'il y a quand même, rappelez-vous, que 13% des émissions de CO2 qui viennent des terres. Tout le reste vient de nos industries et du secteur économique et du secteur des transports. Je vous remercie. Je répondrai bien volontiers à vos questions. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ont envie de poser des questions à Nathalie, il y a un micro. Apparemment, ça fait peur. C'était pas le but. Bonsoir, vous avez conclu, d'abord félicitations, vous avez conclu de manière assez optimiste sur le fait que chacun d'entre nous pouvait faire quelque chose et que c'était une innovation de ce rapport du GIEC. Concrètement, aujourd'hui, dites-nous ce que l'on peut faire, quand on vit au Maroc aujourd'hui, pour essayer de contribuer à l'échelle individuelle à ce grand objectif pour l'humanité. Alors là, j'avoue que c'est sur votre pays en particulier, je ne suis pas forcément sûre d'être capable de comprendre. Sur les pays industrialisés, on a tous nos choix de consommation alimentaire déjà, donc qui jouent un rôle énorme, c'est-à-dire ne serait-ce que d'arrêter de gaspiller, d'avoir une variété. Ensuite, vous avez tous vos modes de transport. C'est-à-dire que oui, alors ce qui est certain, l'une des questions qui revenait tout le temps de la part des journalistes quand nous avons rendu ce rapport, c'était de dire est-ce que vous préconisez que le monde doit devenir vegan? C'est pas du tout ça. Le GIEC ne fait pas de préconisation. Nous ne faisons qu'un état de l'art. Ce qui est clair, c'est qu'un régime très carné est un régime qui a une empreinte carbone et eau très forte. Voilà. Donc, avec un élevage intensif, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable dans le temps. Après, vous n'allez pas dire à des gens qui souffrent de la faim de ne plus manger de la viande. C'est totalement impensable. Et de toute façon, l'élevage et l'animal fait partie de l'écosystème et il a son rôle à jouer dans la fertilité des prairies, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être mesuré et pesé. Donc, les choix alimentaires, effectivement, avec, en tout cas dans des pays très industrialisés, une diminution de la part carnée est effectivement quelque chose qui va forcément vers une amélioration et de la santé et des émissions de gaz à effet de serre, la question du gaspillage, la question des transports, nos choix de mobilité sont des choses qui sont essentielles, et la question de nos habitats aussi, de la consommation énergétique de nos habitats. Et ce sont des choses qui non seulement vont faire du bien à nos portefeuilles, mais en plus vont effectivement travailler sur l'atténuation. Mais qu'on ne mesurait pas, je pense, jusqu'à présent, c'est que, en fait, si chacun de nous faisons ces gestes-là, c'est extrêmement significatif à l'échelle de la planète. Et je pense que c'était là que on n'avait pas forcément de certitude jusqu'à une certaine époque sur la part individuelle. Mais ce qu'on disait, c'est que c'était des choix courageux, parce que nos politiques, bien sûr qu'il faut qu'ils soient courageux, mais nous aussi, parce que changer de façon de vivre du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, plus la population est un peu âgée, plus vraiment changer nos façons de vivre. Je pense que les jeunes, les quelques jeunes très jeunes que nous voyons ici, sont ceux qui sont les plus à même et qui sont très alarmés. Moi, je ne suis pas née avec ce problème-là. Même si mon métier me l'a fait découvrir, je ne suis pas née avec ce problème-là. Mais mes enfants sont nés avec cette connaissance-là et donc forcément sont plus à même de prendre les bonnes décisions dès maintenant. J'ai un exemple d'action individuelle, celle de Nathalie. Quand j'ai contacté Nathalie pour venir parler du climat... Oui, pardon. Oui, quand j'ai contacté Nathalie pour venir parler du climat, parce que je pensais que c'était extrêmement important pour nos jeunes ingénieurs, et puis je pensais que c'était aussi une bonne chose qu'elle vienne témoigner ici, Nathalie m'a répondu, je ne viendrai pas pour une demi-journée. Je ne prendrai pas l'avion pour une demi-journée. Donc, de deux choses l'une, ça aura une utilité, si vous arrivez à me convaincre, ça aura une utilité qui dépasse juste ces deux témoignages
alors je viendrai. Donc on a travaillé comme des fous. J'ai quand même pris l'avion. Hein. Oui, non, mais tu as pris l'avion, mais elle va travailler pendant 4 jours avec nous. Avec des entreprises sur ces sujets-là. Voilà, donc ça, c'est un bel exemple. Et on essaye de compenser derrière. Ma question, c'est sur un autre plan. Moi, je poserais plutôt la question, quels sont les moyens que l'on pourrait utiliser pour sensibiliser la masse, sachant que, surtout dans les pays arriérés sous-développés, il n'y a pas une prise de conscience de ces problèmes, vu les problèmes économiques qui priment. Donc, est-ce que, par exemple, l'Internet, Facebook, tout ça, et la presse écrite et tout ça, ils peuvent contribuer à une meilleure sensibilisation pour atteindre l'objectif de l'atténuation du réchauffement climatique? Merci. Oui, c'est une très bonne question. Là, vous soulevez deux choses. D'abord, effectivement, les populations de ces régions-là sont des populations qui subissent des conséquences pour lesquelles ils n'ont aucune origine. Ils n'ont rien fait. Et ils en subissent en premier les conséquences. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un problème de conscience politique et des pays développés envers d'autres pays. Après, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que la question de la sensibilisation et de la formation est une question très importante. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens. Donc, on est plusieurs. La difficulté, c'est que soit vous continuez vos recherches, soit vous faites que ça. C'est quoi le juste milieu? Je pense qu'Internet est quelque chose qui est fabuleux parce que vous pouvez faire des conférences et puis elles peuvent être vues par tout le monde, partout, si elles sont diffusées correctement. Il y a des formations dans les musées et autres. Je pense qu'il faut réfléchir, effectivement. Il y a alors, le GIEC a mis en place l'organisme qui s'appelle le OCE, l'Office for Climate Education, donc l'Office pour l'éducation sur le climat, où ils interviennent beaucoup dans beaucoup de pays du monde maintenant, auprès des écoles, auprès des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, et où ils essayent de commencer à provoquer. Donc je pense que là, on est sur quelque chose qui démarre. Par contre, je pense qu'on est preneurs tous de solutions, c'est-à-dire d'idées sur comment faire. Quelle est la bonne manière de faire? Pour nous, climatologues, là, on donne l'impression d'être beaucoup, mais on n'est pas énormément dans le monde par rapport à d'autres sciences. Et quand on commence à faire de la communication, ce que moi, j'ai commencé à faire il y a quelque temps, vous pouvez très vite être happé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je reçois 20 sollicitations par semaine pour des lycées agricoles, pour des écoles, pour des collèges, pour des lycées, pour de l'école de Casablanca, etc. Et donc, voilà. Et il y a un moment où, si j'arrête de faire ça, si je fais plus que ça, je ne travaille plus à produire de nouveaux résultats parce qu'il y a plein d'incertitudes encore qui nous restent. Donc c'est très compliqué. Mais je pense que vous avez raison, la question de l'éducation est prioritaire sur des sujets comme ça qui sont des vrais sujets de société. Bonsoir. Alors, moi j'avais une première question. Vous avez parlé de quelque chose qui est très intéressant, c'est ce que vous appelez le service climatique. Moi, de ce que j'ai compris, depuis qu'on parle de la transition énergétique notamment, il me semble qu'on ne peut pas empêcher les pays en voie de développement de faire la transition énergétique, c'est-à-dire de commencer par l'énergie fossile, donc consommer beaucoup, d'arriver à un pic. Bon, ils ne vont pas tout de suite passer... Voilà. Par contre, il y a aussi une nécessité de croissance, une pression qui pèse sur les pays développés. Et donc, c'est un petit peu... Bon, il y a de la négociation à faire, de l'arbitrage. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas à l'échelle de pays, des gouvernements qui imposent dans leur, on va dire, processus de prise de décision des services climatiques, qui les imposent à eux, à leurs propres services publics, mais aussi qui les imposeraient à des entreprises, soit au-delà d'une certaine échelle de production. Voilà. Ça, c'est ma première question. J'aimerais juste savoir comment ça fonctionne à peu près, où on en est. Le service climatique aujourd'hui, c'est plus comme un service météorologique. L'idée, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est de... mais on ne sait pas complètement comment faire. Ceux qui sont très avancés là-dessus, c'est les Canadiens, qui font ça depuis très longtemps. Donc, en fait, ils ont mis en place un service qui est un groupe de gens qui analysent l'évolution du climat, passé, présent, futur, et qui traduit cette évolution en indicateurs. Donc, je vais parler, si je prends l'agriculture,
Celui qui plante du blé, ce qui l'intéresse, c'est les températures qu'on appelle d'échaudage, c'est-à-dire températures trop chaudes au moment de la maturation du blé. Et si c'est trop chaud pendant trop de jours, eh bien, le rendement baisse parce que le blé meurt, en fait. Il meurt par hyperthermie. Et donc, le service climatique, le climatologue, si l'agronome ou l'agriculteur va tout seul chercher les résultats d'une simulation climatique, il ne va pas savoir comment aller chercher l'information, calculer l'indicateur dont il a besoin. Le service climatique va lui calculer, sur son endroit précis, sur son champ précis, l'information qui est le nombre de jours qu'on appelle échaudants que va rencontrer son blé dans les prochaines décennies. Et donc, il va pouvoir se dire, OK, soit il faut que mon blé pousse avant, soit il faut que je plante autre chose que du blé. Voilà. Le service climatique, c'est ça, c'est vraiment apporter l'information climatique pertinente à un secteur particulier. Pour le secteur du bâtiment, ça peut être les moments de canicule et les hauteurs de température au moment de canicule pour savoir un petit peu, quand on construit un nouveau bâtiment, à quoi il faut qu'on s'adapte. Quels matériaux il faut qu'on utilise, quelle va être l'amplitude thermique, etc. Le service climatique, c'est vraiment ça. Donc je pense que c'est peut-être pas ça que vous aviez compris. Donc en fait, c'est un intérêt économique. On va faire appel aussi. Il est là, le service climatique est disponible. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le démarrer parce que comme c'est pas un intérêt économique, les gouvernements disent toi, tu faisais du climat, maintenant tu vas faire du service climatique, et donc il n'y a plus personne qui fait du climat. Et donc c'est les mêmes personnes qui font les deux, donc ça avance pas très vite. D'où ma deuxième question. Alors, j'en ai que 3. Mais la deuxième, c'est de métier, je suis conseillère d'orientation. Et j'ai entendu parler de très belles associations qui encouragent les jeunes femmes, les jeunes, mais en particulier les jeunes femmes, à aller vers les sciences, notamment SI au féminin, sciences de l'ingénieur au féminin. Alors, est-ce qu'il y aurait des associations dont vous avez connaissance ou des organismes qui existent qui font de la promotion pour aller vers de la recherche? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, si on est tous au service climatique, il manque du monde au climat. Je pense qu'on a aujourd'hui, ce qui fait peur à beaucoup, c'est peut-être le nombre d'années d'études qu'on doit faire pour faire de la recherche, c'est-à-dire que c'est 8 ou 9 ans. C'est moins qu'un médecin, mais je suis d'accord. Mais je pense que peut-être que les gens ne... en tout cas, c'est pas vrai dans les pays anglo-saxons, mais dans les pays francophones, on a eu, je trouve, une espèce de vision du chercheur comme isolé dans sa tour d'ivoire, s'intéressant pas vraiment à la société, s'intéressant pas vraiment au monde. Et donc, les gens qui ont envie d'agir n'auront pas forcément dans le secteur de la recherche. Aujourd'hui, j'espère qu'on est en train de transformer ça, en tout cas dans le monde du climat. On est plusieurs dans le monde des climatologues à dire mais comment est-ce qu'on met notre science au service, d'où les services climatiques, au service de ceux qui en ont besoin, quitte à éventuellement faire un petit peu moins de recherche, mais vraiment sortir de notre tour d'ivoire. Donc je pense que des associations, il n'y a que des écoles, des universités, des choses comme ça qui peuvent faire la recherche elles-mêmes. Par contre, là où je crois beaucoup, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il nous manque une courroie de transmission entre le chercheur et la personne qui agit. Et cette courroie de transmission-là, à mon avis, sera génératrice de plein de métiers, mais des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont inventés. Donc des gens qui sont capables de comprendre les résultats de la recherche, qui sont capables de les traduire pour le monde des acteurs, qui sont les gens qui vont faire vraiment les choses, et qui soient cette courroie de transmission et qui sachent aussi remonter vers la recherche les questions prioritaires. Parce que des questions, on en a des millions de questions. Dès qu'on fait une étude, la question, c'est laquelle on met en premier, à laquelle il faut qu'on réponde en priorité, parce que c'est la plus importante pour des raisons X ou Y. Et je pense que là, il y a une niche de création de métiers qui est fabuleuse, mais il faut arriver à créer cette espèce de cercle économique aussi derrière. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un métier qui rapporte... voilà. Et là, on en est là. Mais je suis convaincue qu'on n'a donc pas besoin d'aller devenir un chercheur, mais c'est d'être capable de comprendre pour capable de traduire. J'ai une troisième question, mais je pense que je... Bonsoir. Je vais aller au pourquoi des choses. Et je crois qu'il y a des questions qui nous envahissent chaque moment, chaque jour, chaque minute, chaque instant, notamment la question du terrorisme, changement climatique,
coronavirus, et ainsi de suite. D'accord? Moi, je me pose la question sur le pourquoi des choses. Est-ce que les responsables, ils ont beaucoup de soucis pour l'avenir des terres, etc., pour le climat, etc., ou bien est-ce que cette forte médiatisation de ces questions-là, ne serait-ce que ces 3 questions à laquelle je fais allusion, cache les crimes, les atrocités qui se font ici et là, notamment en Palestine, etc., pour détourner les regards et les attentions des gens à des choses et faire peur aux gens. Je ne suis pas sûre d'être capable de répondre à cette question. Merci. La question du pourquoi du changement climatique, en tout cas, pourquoi on parle, en fait, c'est très intéressant parce qu'on a eu des débats avec des journalistes il n'y a pas très longtemps où certains journalistes pensaient qu'on ne parlait pas assez du changement climatique et qu'il fallait qu'on se mobilise comme si on était en temps de guerre et que les journaux fassent leur boulot pour transmettre des informations et des solutions. Et à côté de ça, je disais, mais moi, quand je vais au marché, faire mon marché le week-end, les gens me disent, on en a marre, on voit que ça dans les journaux. Et en fait, je pense que le problème, il est lié au fait qu'on ne parle pas assez des solutions. Et on parle du problème, mais on ne parle pas de la solution. Et donc, effectivement, si on commence à parler de la solution, les gens verront des choses apparaître. Alors, ça ne répond pas complètement à votre question. Je pense que la question pour laquelle les gens s'alarment là-dessus, d'abord, les scientifiques ont fait un boulot de médiatisation, alors peut-être à tort, j'en sais rien, mais en tant que scientifique, ce que l'on voit, c'est que l'on sort d'une variation des climats que l'on connaît et que l'on maîtrisait. C'est-à-dire qu'on va vers de l'inconnu aujourd'hui. Et l'inconnu, on ne sait pas ce qui peut se passer dans de l'inconnu. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui posent avec les problèmes de canicule, la mortalité bien précoce dans certaines maisons de retraite, etc., à cause de pics thermiques, etc., ça pose des vraies questions. Aujourd'hui, si vous me demandez mon avis en termes pour l'humanité, les problèmes de pollution dans les villes sont bien plus graves que le problème du changement climatique dans son ensemble. Par contre, le problème du changement climatique arrive à des migrations d'îles qui vont complètement disparaître, de zones côtières qui vont totalement disparaître, donc lesquelles il va falloir forcément s'adapter. Donc si on ne prévient pas, les conséquences peuvent être potentiellement plus dramatiques. Donc pour moi, l'intérêt sur le changement climatique, il est vraiment c'est vraiment cette question d'aller vers un inconnu à l'histoire, par rapport à l'histoire que l'on connaît des sciences naturelles de notre planète. Voilà, je parle, le coronavirus, c'est d'autres problèmes, c'est des problèmes de santé, et de disparition et de mortalité, etc. Mais pour moi, je ne pense pas que ça masque autre chose, parce que vous avez plein de journalistes qui vous disent qu'on n'en fait pas. Je ne crois pas que ça masque autre chose. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes plus graves que ça à l'échelle de la planète? Peut-être. Est-ce qu'on a raison ou tort? Je pense qu'on a quand même raison parce que ça a d'autres effets, des effets de réduction de la pollution, des effets de préservation de la qualité de nos terres, de sa capacité à produire. Pour plein de raisons, je pense qu'on a intérêt à se poser la question de notre empreinte sur notre environnement. L'être humain, ce n'est pas un animal comme un autre. C'est vraiment un animal qui a une empreinte sur son environnement qui est totalement jamais vue. Il n'y a pas une bête sur Terre qui a l'empreinte que nous avons. Donc on est en train de changer complètement nos paysages. Et ça, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas s'en rendre compte. Après qu'on décide de s'en foutre, pourquoi pas? Mais on n'a pas le droit de ne pas se rendre compte de notre empreinte sur la planète. Ah mais ça, on est d'accord. Non mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Évidemment, évidemment. Et ça pose plein de problèmes éthiques, on est d'accord. Hein. Là, je renie pas du tout ça. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur le sujet du transport, qui est quelque chose qu'on voit dans tous les gouvernements actuellement, qui favorise l'électrique, par exemple, pour les véhicules et mettre fin à l'empreinte fossile. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on a alerté, en effet, des effets de ces transports, mais on est en train aussi peut-être de se marcher sur les pieds en favorisant ces véhicules électriques qu'il faut alimenter en électricité,
dont il faut fabriquer des batteries avec des métaux rares, où on doit surexploiter les sols, etc., etc. Donc, votre rôle n'a-t-il pas été suralarmiste, ou en tout cas, les gouvernements n'ont pas toujours pris forcément le bon chemin pour répondre à cette alarme? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a été suralarmiste? Je ne crois pas, parce que les climatologues ont souvent été accusés de ne pas être assez alarmistes. Il ne faut pas oublier que depuis 1990, on a mis en évidence le rôle de l'homme sur le changement climatique et que tout ce qu'on a prévu en 1990 se réalise aujourd'hui. Donc on a juste été très factuel. L'alarmisme, il est venu du relais par les médias, par la société, etc. Donc, au contraire, très souvent, le scientifique n'est pas assez alarmiste, je pense. Mais ce n'est pas notre rôle d'être alarmiste. Après, je pense que vous posez une question qui est effectivement très bonne. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de prendre une décision de changement sans regarder les conséquences de cette décision. C'est-à-dire que si on pense à l'agriculture après-guerre, il a fallu cultiver et produire. Et donc, les agronomes sont devenus des ingénieurs et ils ont regardé la production à l'hectare, point barre. Donc, on met des intrants, donc on travaille le sol, donc on fait des clones et on sélectionne nos variétés, etc., etc. Aujourd'hui, on sait que c'était pas... Enfin, bien sûr que ça a nourri le monde et c'était très bien, mais que ça a eu plein de conséquences, dégradation des terres, pollution de nos nappes phréatiques, pollution de l'air, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le droit, et l'exemple de la voiture est un très bon exemple que je ne connais pas bien, mais je suis d'accord avec vous, je m'interroge sur la même manière. C'est-à-dire, si on fait de la voiture électrique, je pense que dans des villes comme Shanghai, par exemple, c'est très bien. Parce que même si l'électricité est produite avec du charbon, ça limite quand même la pollution dans la ville. Et donc les gens pourront peut-être un jour mieux respirer dans Shanghai. Donc ça a un effet bénéfique. Par contre, si c'est fait avec des centrales à charbon, on est d'accord qu'on cumule le problème de la pollution liée aux émissions fossiles et celui des métaux rares. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vraiment, je ne sais pas si ça a été trop vite ou pas trop vite, je pense qu'on a vraiment des questions à se poser et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut faire une analyse, ce qu'on appelle un peu une analyse en cycle de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dégrade par ailleurs? Ce que l'on dit aussi dans ce rapport, c'est qu'il n'y a pas une solution qui soit optimale pour tout. C'est-à-dire que tout est une question de compromis, quand même, malgré tout. Et donc, il faut analyser ces compromis et prendre une décision en connaissance de cause. La question de la voiture électrique, il vaut mieux moins prendre sa voiture. Là, déjà, on fait des progrès. Oui, bonsoir. J'ai une petite question concernant, pour moi, personnellement, je vois que le système capitaliste, soit dans sa version dirigiste à la chinoise ou sa version ultralibérale à l'américaine, est derrière ce dérèglement climatique. Pour la simple raison, car dans son idéologie, il cherche que le profit, la croissance, augmenter le chiffre d'affaires, etc. Même, malheureusement, au détriment de choses nobles, l'humain, la nature, etc. Et merci. Oui, je pense que c'était aussi le sens d'une remarque tout à l'heure. Je pense que est-ce qu'il faut dénigrer toutes les choses bien qu'on a fait par ailleurs? Je pense que ces dérives aussi ont permis d'améliorer la santé de plein d'êtres sur la Terre, des progrès médicaux absolument fabuleux, etc. L'être humain a énormément progressé. Mais voilà, il y a des conséquences à ce progrès, et ces conséquences-là, il faut qu'on soit capable de les accepter, de les mesurer et de voir si on ne peut pas faire mieux. Je pense que je suis contre, enfin, on parle beaucoup on a beaucoup tendance à dire, faut-il prôner la décroissance ? J'aime pas trop parce que ça a toujours une connotation négative. Je pense que le progrès est quelque chose de formidable. Je pense simplement que le progrès doit être pensé de manière équilibrée et encore une fois avec une analyse de cycle de vie. Je crois vraiment aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de faire un choix sans réfléchir aux conséquences.
On n'a plus le droit de faire ça, quels que soient nos choix individuels, des choix d'entreprise, des choix économiques, des choix de société, des choix de politique. On n'a pas le droit de ne pas essayer de penser. On va forcément passer à côté de quelque chose. On ne pensera pas à tout. Mais si on démarre en disant « Ok, je veux faire ça pour résoudre tel problème, quelles conséquences ça va avoir sur d'autres systèmes ?» On n'a plus le droit de ne pas raisonner comme ça maintenant. Avoir une vision, ce qu'on appelle systémique, de nos actions, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Et c'est une chose qui est difficile à faire, hein, pour chacun de nous. Mais je pense que si on arrive à éduquer nos jeunes vers une vision systémique, ça serait vraiment très chouette. Enfin, moi, j'ai une petite question. La dernière. Alors, si les États suivent le modèle américain, ils se retirent de l'accord de Paris. Il faut une dizaine de planètes pour subvenir à nos besoins de l'humanité si on y va tous comme ça, je crois. C'est un peu compliqué. Hein. Oui, mais s'ils le font, s'ils suivent le modèle américain, ils se retirent de l'accord de Paris. Quelles sont vraiment les conséquences? Est-ce que le modèle que vous avez présenté, et merci, subira des modifications? C'est certes. Oui. Ben, si effectivement les gens se retirent des accords de Paris, on est garanti d'atteindre au moins 5 degrés en 2100. Voilà, 10 degrés sur nos continents, des 50 degrés tous les étés à Paris. Voilà, on va vers quelque chose qui est vraiment potentiellement dramatique. Et puis, on ne pense pas à tout ce qu'on perd en termes d'écosystème. Acidité des océans, acidification des océans, perte en pêche, blanchiment de tous nos coraux, disparition de pas mal de choses quand même, disparition de pas mal d'espèces, disparition de la glace un peu partout. Donc, par exemple, toutes les zones agricoles aujourd'hui qui sont en aval des montagnes et qui bénéficient de la fonte des neiges au printemps, et donc ça permet d'alimenter en eau, c'est fini. Il n'y a plus d'eau qui arrive des montagnes, donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas moyen de rappeler les États-Unis à l'ordre et de lui dire non? Ben les États-Unis, bon, il y a Trump, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États dans les États-Unis, ceux qui avaient décidé de bien faire, ils continuent de bien faire. Donc, il n'a pas, voilà, Californie, etc. Il continue de... Donc, il n'est pas tellement suivi par ces États. Ça, c'est un côté positif. Merci. Une dernière. Non, mais je pense que là-dessus, voilà, ça date de Malthus. Hein, et Malthus, il pensait qu'on ne pourrait absolument pas subvenir aux besoins de plus de 1 milliard d'individus. Non, Malthus, c'était 1 milliard à peu près. Et depuis, tous les chiffres ont été révisés. J'avoue que là, je ne sais pas si on a les moyens de vraiment savoir. Je pense qu'on ne sait pas. Mais c'est une question, la question de la limitation des ressources est une véritable question, mais je pense que notre limitation de ressources, elle sera plus l'eau douce avant d'être l'alimentation elle-même, quoi. C'est l'eau douce, c'est la pénurie d'eau douce qui nous pend au nez, je pense, dans pas mal de régions du monde. Donc mais c'est vrai qu'il y a cette limite-là qu'on occulte peut-être un petit peu. Je ne sais pas s'il y a suffisamment d'études vraiment pour... Là, on sort de mon domaine de connaissances, je ne peux pas trop... Oui, bien sûr. Oui. Bien. Je crois qu'on peut remercier Nathalie. Merci à vous.